Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour François Hartog, vous êtes historien, ancien directeur d'études à l'EHESS et vous publiez un ouvrage très savant, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps aux éditions Gallimard. Et au moment même où je lisais votre ouvrage, il y avait la proposition d'Esther Duflo de modifier le calendrier pour reconfiner les Français entre le 1er et le 20 décembre. Il y avait dans le New York Times une autre proposition de 3 chercheurs israéliens qui consistait à alterner des séquences de 4 jours où l'on travaillerait et où l'on se contaminerait, et puis des séquences de 10 jours où l'on se reconfinerait. Bref, l'activité de compute, ce travail sur le calendrier que vous connaissez bien, que vous décrivez dans votre ouvrage, ne cesse d'évoluer, de se perfectionner avec cette pandémie. Oui, oui, il y a même une inventivité, semble-t-il, qui se déploie là en ce moment à cause de la situation qui devient à nouveau préoccupante. Et il est frappant, me semble-t-il, de voir que ce temps du confinement que nous avons vécu, qui nous est tombé dessus de manière quand même très brutale, inopinée, a soudain fait entrer dans nos vies un temps inconnu, dont personne n'avait jamais eu l'expérience sous cette forme-là. Et sur le moment, ça a été la stupeur, une espèce de sidération. Et puis très vite, on a vu des personnes diverses, les médecins en premier lieu, mais aussi les politiques, mais aussi les intellectuels, proposer des façons de vivre ce temps. Or, la difficulté de ce temps, c'est qu'il est à la fois un temps arrêté, ça n'est que du présent, le confinement, et qu'il faut essayer d'introduire dans ce présent, les jours passent, mais on est toujours dans le présent, il faut introduire dans ce confinement des rythmes pour justement essayer d'habiter ce temps du confinement. Alors aujourd'hui, nous sommes sortis de ce temps où peut-être nous risquons d'y retourner, on ne sait pas. Nous sommes sortis de ce temps, mais on voit bien qu'on est en train de chercher des façons de réintroduire ce temps sans le réintroduire vraiment. Et du coup, l'inventivité se déploie et chacun se trouve autorisé, se sent autorisé, au nom d'une compétence dans un domaine ou dans un autre, à proposer son calendrier. Mais alors ça veut dire quoi, cette forme de présentisme, puisque c'est ainsi que vous l'appelez, François Hartog, si vous pouviez nous définir ce terme et nous dire pourquoi cette époque, alors le confinement d'une part, mais aussi cette épidémie qui modifie nos vies et qui désormais nous entoure d'incertitudes, puisqu'il est délicat de faire des plans justement sur la comète, comme on dit, et de voir de quoi demain sera fait. Oui, alors, présentisme, c'est un mot que j'avais proposé pour désigner une modification de nos rapports au temps, mais qui n'est pas d'hier matin. Disons que c'est maintenant, cette modification, cette transformation de nos rapports au temps, elle a 40 ou près de 50 ans. Bon. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où le futur sur lequel a vécu nos sociétés occidentales se trouve mis en question. Ce sentiment, cette expérience d'une fermeture de l'avenir que nos sociétés ont ressenti dans les années 80. Bon. Et à la place de ce futur qui s'effaçait, qui perdait sa force, sa conviction, sa force d'entraînement, on a vu un présent prendre la place, une espèce de présent omniprésent, omnivore, qui a dévoré en quelque façon les autres catégories du passé et du futur. Et les sociétés occidentales ont, pendant toutes ces décennies, valorisé presque exclusivement le présent. Alors bien entendu, il ne sort pas comme ça de rien, il ne tombe pas du ciel, mais les transformations technologiques, et en particulier les révolutions de l'information, vont dans le sens de cet accroissement du présent, puisqu'on est dans l'instantanéité, l'immédiateté. Bon, et la vie informatique, cette espèce de nouvelle condition dans laquelle nous nous trouvons engagés, qui est celle d'une condition numérique, est très fortement présentiste. Bien. Et oui, parce qu'il faut donc évoquer le présentisme qui est une suppression du futur et du passé. Or, dans cette
pandémie, dans les différentes catégories d'épidémies que l'humanité a traversées, aussi bien donc la question de la grippe espagnole que des différentes mises en quarantaine, bref, des méthodes pour lutter contre cette épidémie. Nous n'avons conservé quasiment aucun souvenir, ce qui est un signe de plus, François Hartog, que le passé n'irrigue pas de manière consciente notre présent. Non. Et d'ailleurs, il est frappant de voir que dans les premiers temps de l'épidémie, de la pandémie de Covid, on a vu tout d'un coup ressurgir justement toutes ces épidémies oubliées, avec une espèce de retour du thème des leçons de l'histoire. Nous n'avons pas, évidemment sur le mode de la déploration, nous n'avons pas su tirer les leçons. On a vu ressurgir la grippe espagnole, bien évidemment. On a vu surgir cette épidémie de grippe de 1969 que tout le monde avait oubliée et qui avait fait, je ne sais plus, 30 000 morts sans qu'on en parle le moindrement. Et puis, oui, ce qui a été le plus étonnant, cette grippe dite de Hong Kong, oui, voilà. Qui était effectivement complètement oubliée. Oui, dont personne n'avait tenu les registres. Enfin, si, il y a des registres mortuaires, mais je veux dire, bon. Et puis, on est allé chercher la peste, la grande peste de 1348. Bon. Et tout ça sont des façons d'essayer d'avoir une prise sur ce temps de l'épidémie. Hein. Or, comme cette épidémie, nous ne savions pas comment y faire face, et nous savons toujours que médiocrement y faire face, on a vu ressurgir justement tous les gestes anciens qui sont ceux avant tout de se mettre à l'abri, de se confiner, de se fermer, de se renfermer. En 1315, lors de la Grande Peste, les villes se fermaient derrière leurs murailles et surtout pas d'étrangers. Et puis on a immédiatement cherché évidemment des responsables, des boucs émissaires, comme ça se fait régulièrement dans le cas de ces mots qui était censé tout un temps tomber du ciel, manifester la colère d'une colère divine, et qui passait par des responsables, des coupables que l'on désignait, en particulier les communautés juives. Mais justement, dans votre livre Chronos, publié aux éditions Gallimard, François Hartog, il est question des 1000 sophistications qui ont été nécessaires pour modifier le calendrier entre le lunaire et le solaire, et donc avec la question de poser les fêtes, puisque c'est évidemment la grande question. Et dans la proposition d'Esther Duflo, il y a aussi une dimension quasiment de carême, puisque l'idée c'est d'avoir un avant, AVENT, avec la possibilité d'avoir de vraies fêtes de Noël. Ça vous rappelle pas des souvenirs ? Si, en effet. J'ai été étonné de voir que c'était la désignation de ce moment, c'était l'Avent. Bon, comme si, alors le fameux calendrier de l'Avent que avec les chocolats. Oui, voilà, ouvrez la fenêtre, etc. Bon, alors que ça part, en principe, c'est au nom de sa compétence d'économiste, le prix Nobel de l'économie avec son mari, qu'ils font une telle proposition. Et alors, en effet, on a un peu l'impression que c'est une confusion entre l'Avent et le carême, qui quand même vient nettement après. Et il faut rappeler ce qu'est le carême. Le carême, c'est ce qui précède Pâques, c'est-à-dire ce qui précède d'abord la passion et la crucifixion. Donc c'est un temps de pénitence, précisément. Et dans le calendrier chrétien, qui a été une grande invention, qui a mis des siècles à s'imposer dans le monde, en Europe, dans le calendrier chrétien, eh bien, on a tous ces rythmes. Donc l'Avent, c'est l'Avent de la naissance, l'Avent de l'incarnation. Donc c'est une période de préparation à cette fête qui va... enfin, pas à cette fête, à cet événement, d'abord. Pénitence. Comment ? C'est un événement de pénitence. Pas tellement. Le carême est... le carême, oui, le carême, oui, c'est le moment de pénitence, puisque on s'achemine vers ce moment de la passion qui est le moment de basculement du monde, du temps du monde et de l'histoire universelle. Et justement, il y a, François Hartog, dans cette manière d'appréhender le calendrier, un temps collectif, puisque c'est ça.
le propre du calendrier. Ce temps collectif, aujourd'hui, il a vu sa signification être modifiée par la pratique du confinement, qui est un temps collectif passé de manière individuelle, c'est-à-dire qui désagrège Oui, les liens sociaux. Et même cette pandémie, elle désagrège les liens sociaux, puisqu'elle nous empêche oui. d'aller vers les autres, peut-être les plus âgés. Qu'est-ce que ça crée comme signification chez vous qui étudiez le temps depuis si longtemps? Ben, écoutez, on peut rappeler, partir d'un événement très lointain qui était la peste d'Athènes, dans les années 430 avant notre ère, bon, qui a été décrite par l'historien Thucydide. Bon, c'est la première description d'une épidémie. Ce n'était pas une peste, mais peu importe, c'était une épidémie qui a fait beaucoup de morts à Athènes. Et dans sa description, comme ça, assez clinique, il relève que l'épidémie vient détruire les liens sociaux. Et à une des marques, des traits essentiels de cette destruction, il parle on arrive à une situation d'anomie. Ça crée une situation d'anomie, c'est-à-dire que la loi, la coutume, les règles, le nomos se trouvent mis en question. Et un des marqueurs les plus nets de cette anomie, c'est la question des rites funéraires. En disant, il remarque qu'à l'époque, à Athènes, les rites funéraires ne pouvaient plus être accomplis et que chacun se débarrassait des cadavres comme il pouvait, n'importe comment. Quand il y avait un bûcher, qu'on avait un cadavre, on le mettait dessus avec un côté de quelqu'un d'autre. Enfin, donc une espèce de confusion complète qui voit disparaître tout ce qui fait la vie commune d'une société. Alors nous ne sommes pas allés aussi loin, heureusement, mais on a vu cette émergence d'une situation d'anomie, en particulier autour des rites funéraires. Et alors de manière plus dans la vie quotidienne, disons, c'est évident que tout ce qui faisait une part de nos vies, c'est-à-dire ces rencontres, ces discussions, ces moments festifs ou ces moments graves, tout ça est mis en question, ne peut pas se dérouler. Et on comprend que cette perturbation, en particulier sur les enfants, va avoir des conséquences durables que nous ne mesurons pas encore. Et puis alors, parmi également les raisons pour lesquelles on réfléchit au calendrier, il y a l'autre portion du temps, le jugement dernier, l'effondrement, l'apocalypse. François Hartog, vous en parlez beaucoup, et on a vu ressurgir, toujours à la faveur de cette pandémie, une sorte de sentiment millénariste, l'avènement Oui. donc, de la fin du monde. Et il faut nous rappeler à quel point c'est très ancien et comment ça obsède les hommes depuis des siècles. Oui, des millénaires. Bon, Absolument. alors, en deux mots, le temps chrétien, il est marqué par deux bornes. Celle de l'incarnation, qui ouvre un temps radicalement nouveau, et à l'autre extrémité, ce qui est appelé la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ glorieux, et le jugement dernier. Bon, au fond, la vie se trouve prise entre ces deux bornes. Et pour un chrétien, il ne fait pas de doute que la vie chrétienne doit être cette marche d'une borne vers l'autre. Bien. La parousie, le jugement, peut reculer. De fait, il a reculé, puisque les premiers chrétiens pensaient que ce serait le lendemain matin. Il a reculé, mais la structure demeure. Bon. Or, qu'est-ce qu'a fait celui que j'appelle Chronos, le temps moderne? Il a fait disparaître les bornes. Puisque on a eu avec, disons, le XVIIIe siècle, quelqu'un comme Buffon, tout d'un coup, l'irruption d'un temps très long qui était celui de l'âge de la Terre. Bon. Et puis, dans l'autre sens, du côté du futur, Condorcet, lui, ouvre le futur sous l'appellation de cette perspective de progrès indéfini. Donc les bornes disparaissent. Et le monde moderne, le temps moderne, entre le XVIIIe et la fin du XXe siècle, a vécu là-dedans. Mais c'est justement ça qui a changé. Et que depuis
avec le présentisme et plus encore avec le surgissement de ce qu'on appelle maintenant couramment l'Anthropocène, eh bien, des bornes se trouveraient introduites, puisque peut-être sommes-nous entrés dans un temps de la fin. D'où la réactivation immédiate de schémas de type apocalyptique possibles. Justement, quelle est la place de l'Anthropocène là-dedans et par ailleurs de la défiance qu'elle provoque par rapport au progrès. Il y a eu cette polémique il y a quelques jours avec les Amish, cher à Emmanuel Macron, le modèle Amish ne lui paraissant pas souhaitable. Et peut-être qu'il y a un lien entre ce modèle Amish et une vision du temps qui serait une autre vision du temps, François Hartog. Oui. Je ne suis pas sûr que les Amish, d'ailleurs, qui n'utilisent pas l'électricité, étaient au courant de la publicité qui leur a été faite par le président de la République. Mais cette espèce de caricature, vous avez d'un côté les Amish, de l'autre côté les gens qui sont partisans du progrès, renvoie à, d'une part, ce monde des technologies qui, elles, progressent, avance à un rythme effréné, puisque en matière d'informatique, on savait bien que tous les 6 mois, tout était obsolète, etc. Bon, donc il y a d'un côté cette espèce de progrès excessivement rapide, au point que personne n'arrive à le suivre véritablement. Et puis, de l'autre côté, vous avez précisément tous ceux qui disent « stop ». Il faut arrêter, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, ou même, il faut s'arrêter parce que la catastrophe arrive, ou même la catastrophe est déjà là. Et ça, c'est tout ce qui se noue autour de l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, c'est quoi ? C'est la prise de conscience que l'humanité, les humains, l'espèce humaine, est devenue une force géologique. Et c'est pas quelque chose de simple, d'absolument évident à comprendre. Parce que vous avez d'un côté les humains, qui se sont toujours pensés comme ensemble d'humains qui construisaient leur monde. Et le monde dans le temps moderne, c'est justement, avec le temps moderne, ils faisaient ce monde. Et ils ont créé un temps qui est le temps du monde, le temps de l'histoire universelle. Et ils ont rompu avec, disons, le temps de la nature. Et tout d'un coup, l'Anthropocène, qui nous dit, mais voyez bien que l'humanité est devenue une force géologique. C'est-à-dire l'humanité, comme espèce, est devenue une force géologique avec des effets qui sont déjà complètement irréversible, puisque en gros, les spécialistes nous disent nous avons modifié le climat pour les 100 000 ans à venir, quoi que nous fassions. Bon, c'est pas simple de gérer ça. Bon. Donc avec l'Anthropocène, on a tout d'un coup un temps considérable, un futur immense qui nous tombe dessus. Et quand vous vivez dans un univers qui est, lui, concentré sur le seul présent, dans cette petite bulle de présentisme, c'est encore plus difficile de faire face à cela, d'où un certain nombre d'agitations, de mouvements, de propositions qui peuvent être intéressantes ou qui peuvent être farfelues. Mais alors, justement, en quelques mots, François Hartog, ce qui est étonnant, c'est que cette Anthropocène, elle fait revenir finalement des craintes très anciennes, puisque la collapsologie, c'est la peur de la fin du monde qui, comme vous le montrez dans votre livre Chronos, est quelque chose de très ancien. Oui, puisque ce temps, je reviens d'un mot au temps chrétien, il est limité par il y a l'apocalypse au bout, et puis le jugement. Bon. Donc c'est cette structure-là, le temps moderne croyait s'en être débarrassé. Mais la catastrophe qui vient, ou qui est déjà là, introduit à nouveau cette possibilité d'une fin violente, brutale, de type apocalyptique, mais qui est probablement propre au temps occidental. Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, votre livre, François Hartog, publié aux éditions Gallimard. Dans quelques instants, vous serez rejoint par un philosophe, Frédéric Worms, professeur de philosophie à l'École normale supérieure. On va essayer de voir en quoi il y a aujourd'hui possibilité de vivre dans ces temps d'incertitude, puisque ce n'est pas l'apocalypse. 7h-9h,
Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour parler du temps, de notre rapport au temps en ces temps d'incertitude, nous sommes en compagnie d'un historien, François Hartog. Vous publiez Chronos, l'Occident aux prises avec le temps aux éditions Gallimard. Et nous accueillons Frédéric Worms, philosophe, professeur à l'École normale supérieure, membre du Comité consultatif national d'éthique et producteur de l'émission À présent sur France Culture. Vous publiez Sidération et résistance aux éditions des Clés de Brouwer, et une notion qui s'impose, qui est celle d'incertitude par rapport aux événements, lesquels, d'un côté, donc, cette pandémie, et de l'autre, une nouvelle attaque terroriste visant Charlie Hebdo, même si le terroriste était porteur de mauvaises informations à ce sujet. Votre réaction, Frédéric Worms? Bonjour Guillaume Erner, merci de l'invitation. Je suis frappé, j'écoutais la première partie de l'émission avec François Hartog, je suis frappé par le fait que ce nouvel attentat veut de nouveau, d'une certaine façon, abolir le temps. Pour moi, le propre d'un attentat, dans sa puissance de sidération, justement, c'est qu'il nous démunit, il nous désarçonne, et on a du mal à le remettre dans une histoire, justement, à lui redonner un sens. Et à chaque fois, et en plus avec cette puissance ici de la répétition, c'est-à-dire c'est le traumatisme qui revient, qui se répète, et justement, par rapport à l'incertitude de la pandémie, ça semble différent. Là, c'est la fatalité. Mais dans les deux cas, je pense que notre réaction, notre réponse, ça doit être de reconstruire du temps humain, du temps pensable. Cet attentat arrive en plein procès. Ça n'est pas un hasard non plus. Le procès, c'est justement, au contraire, le mot lui-même le dit, le procès, le processus, c'est remettre en mouvement, essayer de se représenter un événement dans un sens, dans une orientation. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de cette sidération de nouveau. L'acte se ressemble. Charlie, malheureusement, maintenant, il faut mettre des guillemets, c'est devenu un symbole. Et pourtant, les deux actes sont différents. Moi, je pense que ce n'est pas du tout pareil. En 2015, c'est vrai que moi, mon recueil de chroniques commence en 2015. J'avais en fait commencé en 2013, mais là, il y a eu une coupure. C'est sûr on est dans une nouvelle époque. Ça définit une sorte d'époque, mais en 2015, c'était un événement avec un contexte. Et en 2020, c'est un autre événement malgré tout, avec un autre contexte. Et je pense qu'il y a un effet de répétition auquel il faut résister. Mais une réaction que l'on a pu entendre, que j'ai entendue autour de moi, consistait à dire on n'en sortira jamais. Justement, c'est le but de cet attentat, de nous faire dire ça. C'est une sorte d'effet absolument inéluctable. Voilà, par exemple, vous avez dans la vie intime, ça peut se produire de la même façon. Vous avez un deuil, vous en remettez, il y en a un deuxième, ça peut arriver. La pandémie, c'est un peu pareil. Il y a eu un premier confinement, on se dit il y en aura un deuxième. Et aussitôt, la phrase d'après, la possibilité du deuxième, c'est on n'en sortira jamais. Je crois que c'est une réaction naturelle, mais qui fait partie de la souffrance de l'événement et à laquelle, justement, il faut apprendre à résister par les moyens du langage humain, par les moyens des distinctions et aussi de l'action. Et je crois vraiment que c'est précisément à cela qu'il faut résister. Il y a un danger extérieur, mais il y a aussi un danger intérieur dans nos subjectivités, dans nos démocraties. Et c'est justement on n'en sortira jamais. François Hartog. Oui, on n'en sortira jamais. Je pense qu'on peut interroger cette formule, en effet, qui revient presque automatiquement autour de nous. Elle marque cette transformation du rapport au temps. Quand vous étiez dans ce temps que j'appelle moderne, ce temps tendu vers le futur, où il fallait aller vers le futur le plus rapidement possible, une telle formule n'avait pas de prise, puisque précisément nous avancions toujours vers un progrès, vers le progrès, vers des progrès. Et quand on dit on n'en sortira jamais, c'est que le temps s'est arrêté. C'est qu'on est dans justement le présentisme favorise ou encourage ou renforce ce type d'attitude. On n'en sortira jamais, c'est-à-dire il n'y a rien à faire, et en même temps il faudrait faire tout autre chose. Et on oscille entre il n'y a rien à faire, il faudrait faire tout autre chose. Oui, mais en même temps, moi je dirais qu'on n'en sortira jamais, on le perçoit comme une souffrance. Et quand on le dit, on en souffre, ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas renoncé à une alternative. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un contexte général et des discours aussi ambiants, y compris chez certains catastrophistes patentés, ou collapsologistes, comme on dit, j'ai entendu que vous en parliez aussi, qui nous mettent dans cet environnement. Mais quand nous disons, subjectivement, on n'en sortira jamais, en un sens, on le refuse. Il faut bien voir aussi cette dimension de refus de cette détresse-là. Mais justement, Frédéric Worms, on a l'impression qu'on est face
au temps aux prises avec deux types d'événements très différents. D'une part, le terrorisme avec l'idée que nous n'en sortirons pas. D'autre part, la pandémie. Alors, la pandémie, c'est très particulier parce que on a pu croire qu'il y avait des bornes à la pandémie. Je ne sais pas, la fin du confinement, par exemple. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on est entré dans le temps long. Qu'est-ce que ça change? Vous qui êtes philosophe, expliquez-nous qu'est-ce que ça signifie de devoir vivre avec un phénomène qui est présenté comme appartenant au temps long? C'est vrai qu'on sort en ce moment d'une représentation de la pandémie comme un événement, avec un début, un milieu et une fin, et plutôt comme maintenant une sorte de structure presque de longue durée ou de long terme. Ça ne veut absolument pas dire que ça va être stable et que rien ne changera jamais. J'avais écrit un petit travail sur les maladies chroniques de la démocratie. Et on croit que les maladies chroniques, même en médecine, on croit que c'est quelque chose d'immuable. Pas du tout. Le chronique, c'est ce qui change, c'est ce qui varie et ce que les médecins cherchent à maintenir en dessous d'un terme sur lequel François Hartog a beaucoup travaillé aussi, qui est la question de la crise, du pic. Et au fond, il va en être ainsi, comme avec le terrorisme d'ailleurs, avec la pandémie. Le but va être maintenant de la contenir. Nous savons que nous la contenons, que chacun contient aussi en soi des risques majeurs. Et là, maintenant, la pandémie va nous rappeler constamment nos risques globaux, médicaux, peut-être aussi environnementaux. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Ça veut dire au contraire que nous devons, pour empêcher les pics, travailler sur des conditions qui vont aussi être des progrès. Moi, je n'ai pas du tout renoncé au progrès. Je pense que la santé publique, sur laquelle moi j'insiste beaucoup en ce moment, la santé publique, c'est pas juste une position par défaut de mettre des masques, de se protéger, c'est vrai, mais ça va nous obliger aussi à améliorer les conditions de vie, les conditions de circulation, les conditions de travail. On sait très bien que le monde devient toxique. Toxique, la pollution, quand elle devient toxicité, c'est quand il y a quelque chose qui est tout le temps dangereux. Par essence. C'est-à-dire, par exemple, les déchets nucléaires, ils ne vont pas avoir de fin non plus. Donc, nous vivons dans un monde, en effet, de maladies chroniques et de problèmes toxiques. Mais ça nous oblige à une autre forme de progrès, qui est l'amélioration des conditions structurelles de la vie. Le progrès, non pas comme attente d'un événement magique, comme messianisme, mais le progrès comme progrès des structures, petit à petit, contre la régression, parce que finalement, le chronique, c'est régression ou progrès. Le chronique, c'est pas le statique. François Hartog. Oui, je crois que, sans vouloir paraître obsédé par le présentisme, le présentisme nous a rendu beaucoup plus difficile d'appréhender ce que pourrait être le progrès, ou des progrès. Puisque nous avons vécu, nos sociétés, entre le milieu du XVIIIe et la fin du XXe siècle, ont vécu dans cette perspective d'un progrès qui allait toujours croissance et s'accélérant. Chute de cette perspective, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. On ne peut plus associer progrès technologique et progrès de l'humanité. Ça s'est dissocié définitivement. Bon. Et dans cette voie-là, le progrès peu à peu disparaît, mais comme je le disais tout à l'heure, la technologie, elle ne s'arrête pas et elle a remplacé le progrès par l'innovation. Et l'innovation, elle doit aller de plus en plus vite et arriver pratiquement à une espèce d'innovation pour elle-même, l'innovation pour l'innovation. Et l'innovation, c'est pas le progrès. Et nous avons, Frédéric Worms le disait à l'instant, nous devons essayer de réintroduire de la longue durée dans nos façons d'envisager notre rapport au monde et nos rapports aux autres, et une longue durée qui n'est pas préemptée par justement cette perspective d'un progrès avec un P majuscule. C'est une longue durée qui est, je dirais presque, à construire chaque matin. Mais c'est justement ça qui est rendu extrêmement complexe par la conjugaison donc, de cette pandémie, des décisions administratives, y compris d'ailleurs à la fois dans le temps long sur des périodes qui peuvent paraître brèves. Je vous donne un exemple, cette limite par exemple de 22 heures pour l'ouverture des bars, avec beaucoup de bars qui décident de devenir restaurants à Paris. On voit Frédéric Worms qu'un certain nombre de choses qui nous paraissaient complètement acquises, comme le fait que l'on avait une période de temps pour travailler, que l'on pouvait exercer son activité, bien tout ceci semble bouleversé. Et lorsque dans le journal du dimanche, il était question de 72% des Français qui étaient prêts à être reconfinés, ça veut dire qu'on s'est habitué à vivre avec des modifications substantielles de notre cadre de vie.
Alors, moi, je pense qu'en fait, on est dans une période fascinante parce que, précisément, on est obligé, non pas de passer de tout à rien ou de rien à tout, c'est pas du tout le tout et le rien, mais plutôt de définir, en fonction des événements, qui en effet ont une dimension d'incertitude. Le savoir humain rencontre de nouveau ici une sorte de limite, hein, et ça c'est le cas depuis 30 ans, une limite du savoir médical, on l'avait vécu avec le sida, maintenant on ne sait pas traiter, donc on est dans une incertitude, mais malgré tout ça n'est pas tout ou rien, et je crois moi que ces mesures qui peuvent paraître comme ça incertaines, un peu chaotiques, en fait sont la négociation permanente d'une forme de compromis, quand même démocratique, et c'est ça le point essentiel. Comment se décide-t-il ce compromis entre des exigences contradictoires et nécessairement contradictoires, éthiquement contradictoires, la santé d'un côté, le travail, la liberté de l'autre. Donc 22 heures, bah oui, ça paraît absurde, mais c'est comme 80 ou 90 à l'heure sur une route, c'est des compromis que la loi doit fixer entre des exigences contradictoires. Je ne prends pas par hasard l'exemple de la conduite routière, c'est une conduite de santé publique. Et au fond, finalement, on a envie d'être libre et en même temps, on doit limiter la liberté. Je crois vraiment que ces compromis doivent être pensés, acceptés comme nécessaires. Et pour être acceptés, il ne faut pas juste dire que c'est inévitable, comme je viens de le faire, mais je le pense que c'est inévitable. Mais il faut évidemment des procédures démocratiques. Il faut aussi accepter la dimension de long terme dans laquelle on est, comme François Hartog vient de le dire. Et ce long terme, comme dans les maladies chroniques, va dire, ben voilà, ce matin, qu'est-ce qui se passe ? Ce matin, la pandémie a progressé, et donc il faut un tout petit peu en faire un peu moins sur un sujet. Ce n'est pas le chaos si on a les cadres. Le long terme, ça se construit humainement par des institutions. Et je crois effectivement que les outils du temps humain, c'est le langage, c'est peut-être l'histoire, le récit, comme disait aussi Paul Ricoeur, mais c'est aussi les institutions et qui permettent d'encadrer les conflits humains là-dessus. Parce que chaque position va avoir ses extrêmes. Vous en avez qui disent « faut rien faire », d'autres qui disent « je ne sors plus du tout jamais ». Mais vous voyez bien qu'on est là avec un peu de masque, un peu de ceci, un peu de cela, et c'est ceux-là qui ont raison. C'est les compromis qui sont les plus difficiles. François Hartog ? Oui, on est en effet dans des conflits de temporalité. Si je ne prends que cet aspect des choses, nous sommes dans des conflits de temporalité qui vont en se démultipliant. Puisque chacun, au fond, dit « mon temps n'est pas le vôtre ». Mon temps à moi n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui d'un tiers, etc. Donc chacun, à la limite, voudrait construire son propre temps. Et tous ces temps ne peuvent pas être simplement les uns à côté des autres, puisqu'à ce moment-là, ils sont conflictuels, ils entrent en conflit, et il y a des arbitres. Bon, alors il y a des arbitres. C'est la politique. Oui, il y a des arbitres institutionnels, c'est l'État, disons, qui, lui, ne peut pas se désintéresser de la question, doit avoir une position, doit faire valoir une position en essayant de l'argumenter, et à partir de là, chaque groupe essaye de faire valoir son point de vue. Et comme nous sommes dans un moment d'extrême dispersion ou d'extrême individualisation, et que personne n'est prêt à reconnaître, au fond, qu'une norme qui s'imposerait, eh bien, les conflits prolifèrent et on voit des présidents de région qui font des recours devant le Conseil d'État ou des référés. Enfin, bref, ces conflits, il n'y a pas d'arbitre, finalement, pour les gérer. Et chacun essaye de le faire valoir son propre temps. Et puis, Frédéric Worms, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette pandémie et les moyens que l'on a de la combattre, ou en tout cas ceux qui sont présentés comme tels, c'est la dimension morale du jugement. J'en donne pour exemple la diffusion d'expressions, y compris dans le vocabulaire journalistique, comme par exemple tour de vis, comme relâchement. Les Français se relâchent. C'est-à-dire que cette pandémie, elle nous inciterait à devenir des juges moraux du comportement de l'autre. Comment voyez-vous cela, vous, en tant que philosophe ? Oui, je crois que c'est un risque. C'est à la fois inévitable et en même temps, c'est un risque. C'est inévitable pour une raison de fond,
qui, à mon avis, relève de ce que j'appelais tout à l'heure la santé publique. La santé publique, c'est cette partie de la santé qui ne dépend pas du traitement médical, mais du comportement des uns et des autres. Et là, en l'occurrence, aussi pour les autres. C'est-à-dire, nous nous protégeons non seulement pour nous, mais pour les autres. Et c'est tout ce qu'on peut faire en ce moment, puisqu'on n'a pas de traitement. Donc, c'est à chacun, au fond, avec son masque, son gel hydroalcoolique, sa distance d'1,50 m, d'agir. Et donc, un peu comme dans les maladies chroniques, là aussi, on doit compter, et c'est ce que Ricoeur appelait le pacte médical aussi, on doit compter sur le comportement des autres. Et donc, il y a une forme d'injonction morale, en effet. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre... effectivement, il y a un petit risque de moraliser ici, un petit risque de sermonner les citoyens, et je dis exprès citoyens. Je crois qu'on n'aurait pas besoin d'en appeler à cette forme-là de la morale, qui est inévitable pourtant, si on avait convaincu politiquement, effectivement, et temporellement, en effet avec un horizon temporel, avec un cadre. Quand Emmanuel Macron avait dit à un moment, on déconfinera le 11 mai, tout le monde on a cette date, ces dates. Donc il faut fixer des calendriers communs. Les élus locaux ont été pris par surprise. Ce pris de court est en effet une détresse. Et en appeler à la morale sera insuffisant s'il n'y a pas le cadre politique et le cadre temporel, en effet, pour agir ensemble. Et ça, c'est effectivement fondamental. Et la moralisation est le signe d'un échec de la morale publique qui est pourtant nécessaire. François Hartog. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. On distinguait moralisation et morale. Mais je pense que c'est un phénomène plus général. Nous sommes dans un moment où la morale, le jugement moral est... brandi à chaque instant. Alors j'y vois encore une manifestation d'un arrêt, d'une privilégier le présent comme étant la référence absolue qui permet de tout juger. Donc ce que moi je pense être juste aujourd'hui devient la norme que j'applique pour tout. Et en particulier, on le voit très bien dans les usages moraux qui sont faits dans l'histoire, où l'histoire devient une façon de juger le passé. C'est vrai, mais en même temps, on peut faire confiance en France, comme ailleurs d'ailleurs, mais en France, heureusement, je pense, dans des cadres à la politique, c'est le désaccord, le conflit. Ça revient et ça n'a pas que des inconvénients. François Hartog... Un désaccord relatif, parce que, par exemple, je vous donne juste un exemple à cet égard. Il n'y a pas de désaccord sur l'utilisation des moyens, sur les masques, par exemple. Écoutez, heureusement, on n'en est pas aux manifestations anti-masques, qui sont des manifestations, je veux dire, d'anti-vivre ensemble, dans des pays comme l'Allemagne ou aux États-Unis. Les États-Unis utilisent le masque comme un enjeu politique. Aux États-Unis, les soignants sont maintenant victimes de violences physiques de la part de ceux qu'ils viennent aider. Donc ça, c'est effectivement extrêmement grave et on n'en est pas là. Pourquoi ? François Hartog citait un exemple qui m'a fasciné il y a 2-3 jours, effectivement, la plainte en référé d'une région contre l'État. Et je trouvais que c'était, au fond, sidérant. Mais il se trouve que j'ai parlé avec une juriste du Conseil d'État, par hasard, comme ça, sur autre chose. Et elle me disait, mais non, c'est tout à fait possible, ils ont le droit. On a le droit de porter plainte contre l'État. Et au fond, je trouve que c'est une démarche saine, que la démocratie a prévu des contre-pouvoirs. Le Conseil d'État jugera in fine si l'État a été trop loin, en a fait trop, comme on dit. Et donc, je crois que cette dimension de conflit, heureusement, nous fait sortir de la morale au sens étroit, parce que la morale prévoit le désaccord aussi. Il y a des positions morales, toutes légitimes sur certains sujets. En bioéthique, on le sait très bien. Certaines personnes veulent telle situation en fin de vie, d'autres veulent l'inverse. Ça n'est pas forcément un scandale. Et ça n'est, dans certains cas, dans ces positions également raisonnables, on est face à un désaccord, j'allais dire humain, tragique. Rawls disait que vous prenez 2 humains, vous les faites parler de n'importe quel sujet. Normalement, ils ne devraient pas être d'accord à la fin, tout en n'étant pas des salauds et en ne s'entretuant pas forcément. Donc moi, je crois que ce qui fait sortir de la moralisation pour entrer dans une morale qui est aussi un peu politique, c'est le conflit. Et heureusement, le conflit n'est pas toujours une violence. Mais je crois que c'est vraiment le méta-danger, le danger de tous les dangers. C'est ceux qui agitent les conflits. Et parfois, en effet, au nom d'une morale devenue dogmatique, au nom d'une vérité devenue totalitaire. François Hartog, une réaction ? Écoutez, oui. Frédéric Worms va du côté du conflit, comme, au fond, le fonctionnement normal d'une société qui vit non pas de désaccords, mais vit avec ces désaccords. Le danger, peut-être, c'est quand le conflit devient simplement une arme politique.
Le livre de François Hartog, je tiens à le souligner, Guillaume Erner, se termine après plusieurs mots grecs d'ordre cosmique et temporel sur un mot politique, qui est la stasis, la guerre civile. Et au fond, je crois que c'est de voir derrière tous les risques du moment, ce risque un peu caché, mais qui remonte avec les attentats, par exemple, de guerre civile, et avec certains agitateurs de guerre civile, y compris au pouvoir dans certains pays, même démocratiques. Je crois que c'est remettre l'humain dans l'histoire. Oui, mais à La stasis, la guerre civile. À la fois, Frédéric Worms, dans l'épidémie, nous en avons parlé avec François Hartog, il y a l'idée que c'est la défiance de tous contre tous, puisque chacun est porteur potentiel de la maladie. La défiance, c'est aussi finalement la responsabilité commune, mais je crois que c'est un rappel tout à fait sain. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on vit dans une société individualiste, a priori, pas du tout, et l'individualité se construit dans la relation. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait une dérive individualiste absolument majeure, qu'on pouvait croire construire sa santé tout seul, avec des pilules, avec des gadgets. Or, la santé est relationnelle. Si vous ne vous soignez pas, vous rendrez les autres malades, et si vous ne soignez pas les autres, ils vous rendront malades. Donc cette défiance qui peut devenir en effet une panique, je pense qu'il faut la prendre par le côté responsabilité commune et politique. Un mot de conclusion, François Hartog. Eh bien, l'incertitude que vous avez évoquée comme mot autour de cette seconde partie de notre conversation me paraît en effet être celui qu'il faut retenir avec cet élément, c'est que nous découvrons avec l'épidémie que l'incertitude n'est pas seulement une espèce d'incertitude ordinaire, que la science elle-même est dans l'incertitude. Et c'est quelque chose que nous avons eu beaucoup de mal à admettre, d'où ces débats sur les plateaux de télévision entre les médecins, nous disant mais finalement, dites-nous ce qu'il en est, et les médecins devaient répondre, eh bien je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. François Hartog, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, c'est aux éditions Gallimard. Frédéric Worms, Sidération et résistance chez Desclés de Brouvert. Et puis Frédéric, on vous retrouve avec votre nouvelle émission à présent, qui est diffusée le vendredi à 21h sur France Culture, bien sûr. Je vous présente